Bonjour, alors dans cette formation, je vais vous présenter à peu près une vingtaine d'astuces pour référencer un site internet quand on n'est pas un expert du référencement, qu'on n'a pas vraiment de connaissances non plus en référencement, et ça va être des stratégies principalement basées sur la création de contenu. Donc c'est parti, on y va. Alors, déjà, on peut se demander c'est pour qui le référencement? Qui a besoin de référencer un site? Alors, pour ceux qui publient déjà du contenu en ligne, donc ça peut être des blogueurs, ça peut être des entreprises, des associations, ça peut être des e-commerçants, ça peut être des artistes, ça peut être des artisans, ça peut être aussi simplement des administrateurs de forums qui ont besoin de faire connaître leur page, d'attirer des visiteurs sur leur site. Donc autrement dit, c'est pour toutes les personnes qui veulent se faire connaître sur Internet et générer plus de trafic ou plus d'inscrits ou de clients sur leur site. Donc pourquoi c'est important de référencer un site sur Google? Alors je vais souvent dire sur Google parce que Google a 90% du marché, même plus de 90% du marché des recherches en France. Donc c'est le moteur de recherche principal et c'est celui qui va nous intéresser le plus. Donc plus de 90% des Français utilisent Google. Donc si vous n'êtes pas bien positionné dans les recherches de Google, autant dire que vous n'existez pas vraiment sur Internet, même si vous faites un travail de qualité. Donc c'est très important de maîtriser la bête. Donc comment faire pour bien référencer votre site internet? Donc on va y aller petit à petit, progressivement, je vais vous expliquer plein de petites choses pour vous aider à référencer votre site. Donc le principe de base, c'est d'une simplicité enfantine, vous allez voir. Vous pouvez référencer un site en écrivant les contenus les plus adaptés du web sur un thème. C'est-à-dire que si vous avez le meilleur contenu sur un sujet, logiquement, alors on dit logiquement, mais pas forcément, parce qu'avec Internet, il y a des petits trucs bizarres, mais logiquement, vous devriez être premier sur Google sur ce sujet, puisque vous êtes le meilleur. Donc ça paraît simple, mais par ignorance, et puis aussi par manque de connaissance des techniques web, il y a plus de 90% des gens qui ne le font pas ça. C'est-à-dire que le web, on va le voir tout à l'heure, mais il y a énormément de mauvais contenus, et donc des contenus que vous pouvez dépasser quand vous allez essayer de référencer votre site internet. Alors si vous êtes prêt à faire différemment, je vous propose d'y aller tout de suite, bande de fous. Donc, voyons ensemble les principes clés pour référencer son site et gagner des places dans les moteurs de recherche. Donc, la première chose à comprendre, c'est que Google, en fait, il référence des pages et pas uniquement la page d'accueil d'un site. C'est-à-dire que, en fait, on a souvent tendance à penser que, voilà, on a un site, on le référence et puis voilà, on va avoir des visites. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, il faut référencer toutes les pages. C'est-à-dire que chaque page a comme sa propre réputation. Donc, être bien référencé, ça signifie donc que quand on va dire qu'une page est bien référencée, c'est quand vous allez réussir à placer l'une de vos pages dans les premières positions de Google sur une requête bien précise. Par exemple, ici, j'ai fait la requête « Peut-on garder Windows 7 ?» Ça, c'est la requête. Et si elle apparaît dans les moteurs de recherche, donc dans les pages de résultats de Google, en bonne position, on peut dire que c'est une page qui est bien référencée. Et plus vous allez avoir de pages bien placées, donc sur des requêtes différentes, donc vous allez avoir plusieurs pages sur votre site, ces pages à chaque fois vont se référencer individuellement, vous allez avoir plus de trafic qui vont venir des moteurs de recherche, pas seulement de Google, parce que les autres aussi vont jeter un petit coup d'œil à votre site et placer vos pages. Mais si vous suivez les recommandations générales pour Google, ça va aussi marcher pour les autres moteurs de recherche. Donc, voici l'exemple des pages bien référencées d'un site web très connu, et puis je vous laisse deviner lequel. Voilà. Bon, je pense que si vous avez une petite expérience ou une petite connaissance même générale du jeu vidéo, vous avez compris de quel site je suis en train de parler. Donc, ce site reçoit principalement du trafic issu du nom de ses marques et de ses licences. Donc, des pages et des requêtes sur lesquelles il est logiquement premier. Mais voyons maintenant un genre de site un peu plus classique. Donc ça, c'est un bloc qui est construit autour d'une thématique plus traditionnelle. Donc à votre avis, de quoi parle ce site? Voilà, je vous laisse regarder quelques instants. Donc vous voyez, on comprend très facilement de quel sujet parle ce site. Donc le principe clé à retenir ici, c'est que chaque page possède sa propre réputation sur une requête et dans un domaine en particulier. Donc là, on l'a vu pour le jeu vidéo, là on le voit pour la cuisine. Et plus exactement, on va parler de capital de confiance auprès de Google. C'est-à-dire que chaque site a un capital de confiance auprès de Google sur sa thématique. Donc,
Votre objectif, ça sera toujours d'avoir des pages classées donc en première page de Google au minimum, parce que la deuxième page, autant dire que les gens ne la regardent jamais. Pour avoir plus de trafic, et plus particulièrement dans le top 3 des recherches de Google, parce que c'est là que vont s'effectuer la majorité des clics. Quand je vous dis que personne regarde la page 2, c'est pas exactement vrai. Moi, je regarde la page 2 souvent, parce que je vais très loin dans mes recherches, mais la plupart des gens ne font pas ça. C'est-à-dire que la plupart des gens, ils cliquent sur le premier ou le deuxième lien, et même le troisième, ils le délaissent. Mais globalement, donc 80% des clics se font en position 1, position 2 ou position 3. Très très rarement, ça va plus loin. Donc la première chose à faire pour aider à référencer son site, ça va être de booster votre taux de clic dans les moteurs de recherche. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes en position 4, il faut que vous fassiez la différence visuellement dans les moteurs de recherche pour que les gens cliquent sur votre contenu, votre page, pour gagner des places, pour que Google se dise, bon, ça c'est une recherche intéressante, il y a vraiment beaucoup de clics, je vais essayer de la mettre un petit peu au-dessus. Donc pour ce faire, pour faire la différence comme ça visuellement dans les moteurs de recherche et au niveau du taux de clic, vous pouvez agir sur deux choses. Premièrement, le métatitre, donc c'est le titre qui va s'afficher dans Google. Ici je vous l'ai sélectionné en rouge, je l'ai mis en évidence en rouge. Et puis vous avez la métadescription, donc c'est la description d'une page que vous voyez dans Google. Donc vous pouvez faire ça si vous avez un blog avec des plugins, la plupart des plugins de référencement vous permettent de le faire. Si vous êtes un site qui a un code HTML, il faut mettre ça donc dans des balises méta directement dans votre page HTML. Donc moi je vais beaucoup traiter de blog ici parce que je suis sur un blog et c'est plus facile pour moi. D'ailleurs la plupart des gens sont en train de passer donc sur des systèmes de blog parce que c'est plus simple tout simplement. Bon, donc, on revient à nos moutons. Donc, voici donc quelques astuces pour améliorer la balise titre et le métatitre de vos pages. Donc, pour avoir un titre qui accroche, pour avoir un titre qui fait cliquer, les conseils que je peux vous donner, c'est d'utiliser des nombres, d'utiliser des adjectifs, de créer la curiosité, et aussi d'utiliser des casseurs de continuité visuelle. Ça marche très bien. Donc c'est par exemple ici, vous voyez, des parenthèses, vous pouvez utiliser des crochets, et vous pouvez éventuellement aussi utiliser des emojis. Alors les emojis, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple, on va mettre un petit cœur là, vous voyez, juste devant ou juste derrière. Ça marche très bien parce que ça crée une différence visuelle. Ensuite, on peut aussi utiliser des nombres. Alors les nombres, ça marche très bien. La différence du nombre de clics entre un article qui a des nombres dedans et un article qui n'en a pas, elle est énorme. Donc n'hésitez pas, si vous avez la possibilité, d'utiliser des nombres et des adjectifs dans vos titres. Donc là, par exemple, vous avez un article, 22 étapes essentielles, essentiel c'est l'adjectif, pour référencer son site. Voilà un titre très simple, très bien, et qui fonctionne magnifiquement. Voilà, alors attention, quand je parle de titre, il faut aussi savoir que dans le référencement, vous avez deux types de titres. Vous avez donc ce qu'on appelle la balise title. Donc la balise title, en fait, c'est le titre qui va apparaître dans les moteurs de recherche. Mais quand vous serez sur votre site internet, vous avez aussi le titre de la page. Donc c'est pas la même chose. Le titre de la page, c'est pas celui qui va apparaître dans Google. C'est simplement le titre de votre page et il peut être différent aussi de la balise title. Mais ce qui est important, donc, c'est ce que vous allez mettre dans la balise title parce que c'est ça qui va apparaître dans Google. Voilà. Grosso modo, ils vont souvent se ressembler. Vous pouvez même mettre exactement les mêmes si vous voulez pas vous embêter. Moi, je fais souvent ça. Mais ça, c'est parce que je suis un peu fainéant. C'est pas forcément ce qui est recommandé pour référencer son site. Donc voici quelques astuces maintenant pour améliorer votre métadescription. Donc la métadescription, c'est ce qu'il y a juste en dessous, qui apparaît juste en dessous, en tant que description d'article dans les recherches de Google. Donc ce que je vous conseille de faire pour améliorer votre métadescription, c'est premièrement de mettre des bénéfices ou des peines à éviter. Donc il faut mettre un maximum de bénéfices perçus, comme vous le feriez en fait dans une annonce sur un journal ou sur Google par exemple. Moto à vendre, fonctionne très bien, vous voyez, 200 km, bon, vous avez compris le principe, c'est exactement ça à peu près. Voilà. Donc faites aussi des URL qui sont pertinentes, qui sont simples et qui sont courtes pour coller à la recherche d'un internaute. C'est-à-dire que quand un internaute fait une recherche dans Google, il regarde un peu aussi des fois, alors pas tout le temps, la plupart des gens cliquent sans regarder, mais il y a des internautes qui sont très attentifs en fait à l'apparence de la recherche. Donc par exemple, moi ce que je vous conseille, c'est simplement d'être le plus proche possible de l'expression clé, ce qu'on appelle aussi un mot-clé. Grosso modo, en fait, c'est ce que va taper un internaute, donc sa requête dans Google,
pour vous trouver. Donc mettez simplement à quoi correspond votre requête. Donc par exemple ici, référencer son site. Dernièrement, j'ai fait un article sur comment se motiver, j'ai simplement mis se motiver en tant qu'adresse de la page. Donc ça, c'est pour attirer les clics. Mais maintenant qu'on a vu ça, ce qu'on va voir ensemble, c'est comment on va aider Google à comprendre de quoi parle votre page. Donc avec les dernières innovations de Google en matière de compréhension de contenu, on pourrait penser que finalement, il suffit d'écrire un bon article sur un sujet et que Google va comprendre de quoi parle votre page. Mais dans la pratique, vous devez encore aider Google à comprendre le sujet de vos pages, parce que Google n'est pas encore assez intelligent pour se dire, voilà, ce contenu-là, il est vraiment meilleur que cet autre contenu. Vous devez aider Google à comprendre de quoi parlent vos pages pour bien sûr mieux vous positionner dans les moteurs de recherche. Donc voyons comment vous pouvez faire ça. Donc la première chose à faire, ça va être de répéter votre expression clé dans votre page ou dans votre article. Alors je vous ai mis ici à gauche un exemple de bonne pratique. Et l'idée, c'est de répéter votre expression clé de manière aussi naturelle que possible pour s'assurer que sa densité est suffisante dans votre page. C'est-à-dire qu'il y a assez de fois ce mot-là répété. Autrement dit, que l'expression clé qui va permettre de trouver votre page via une requête sera répétée suffisamment de fois dans une page pour que Google comprenne que c'est bien le sujet de cette page. Donc mon conseil, c'est essayer de l'inclure en moyenne dans un paragraphe sur 3. Il n'y a pas besoin de plus, et plutôt au début des paragraphes, parce que les premiers mots d'un paragraphe sont plus importants pour Google. Ensuite, il va falloir aider Google à comprendre le champ sémantique de votre sujet. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'un moteur de recherche, il est capable de répondre à une de vos requêtes, même si vous ne connaissez pas tous les mots de cette requête, ou même ce que vous cherchez. C'est-à-dire que, par exemple, ici, je vous ai mis deux exemples. Par exemple, chanteuse jetant sa culotte, boum, j'ai la réponse Madonna. Génial, non? Et là, je vous ai mis une autre réponse sur YouTube, mais ça fonctionne exactement de la même manière sur Google. C'est-à-dire que si je connais absolument pas ce que je cherche, mais que je mets des mots qui sont en rapport avec ce sujet-là, donc là par exemple tunnel, chapelier, merveille, petite fille, lapin et conte, eh bien il va comprendre que ce que je cherche, c'est relié à Alice au pays des merveilles. Et en fait, Google, il apprend comme nous le ferions, c'est-à-dire qu'il apprend et il comprend les recherches en associant un concept à un autre. C'est pour ça que je parle de champ sémantique, c'est-à-dire que tous ces mots ont des sortes de petites connexions neuronales entre eux, et ils ont des liens entre eux par rapport au sujet. Et si un moteur de recherche est capable de faire ça, c'est aussi parce que dans sa gigantesque mémoire, donc sa base de données, il dispose de centaines d'articles et donc de textes sur un sujet qui eux-mêmes contiennent des phrases ou des mots qui se répètent et qui ont une relation entre eux. Par exemple, il sait que dans la majeure partie des articles qui parlent de référencement, il va trouver des mots comme SEO, position, contenu, première place, site internet, sur Google, améliorer ses visites, voilà, des choses comme ça. Et ce sont ces mots et les concepts qui gravitent autour de ces mots ou de ces expressions qui vont l'aider à deviner quel va être le sujet général de votre page, et donc à mieux le classer sur ses moteurs de recherche, sur son moteur de recherche, naturellement. Donc, si des mots appartenant au même champ sémantique sont utilisés en nombre suffisant dans une page, alors Google va estimer qu'au moins une partie de votre article va parler de ce thème. Et il va les regrouper en sorte de champs lexicaux. Alors, c'est bien sûr pas une science exacte, mais vous pouvez exploiter cette particularité avant d'écrire le texte d'une page ou d'un article. Voici par exemple un exemple sur le thème de la confiance en soi. Dans une page sur la confiance en soi, eh bien, il va y avoir des mots comme avoir confiance en soi, comment avoir confiance en soi, comment avoir confiance, confiance en moi, manque de confiance, voilà. Et tout ça, il va donc associer ça au champ sémantique confiance en soi ou confiance en vous. Il va aussi associer des mots comme intelligence émotionnelle, émotions négatives, nos émotions, comportement, émotions, relations, à la thématique émotionnelle. Voilà. Et puis les pensées négatives, donc aux pensées négatives, voilà. Bon, là c'est très très simple, c'est le même mot. Mais pour chaque groupe de mots, comme ça, il ajoute un champ lexical, il détermine un champ lexical. D'accord? Alors ça ne veut pas dire que vous répétiez, par exemple ici, comme 15 fois le mot pensée négative. Non, non, mais il faut que vous mettiez des mots qui sont en relation les uns avec les autres. Alors ça se fait très naturellement quand vous écrivez un article.
Voilà, naturellement, quand vous êtes passionné par un sujet, les mots vous viennent naturellement puisque vous connaissez tout le vocabulaire qui est propre à cette thématique. Mais si vous voulez aller plus loin, comment vous faites pour faire ce travail sans logiciel de référencement pour vous aider? Parce que là, vous voyez, j'ai utilisé un logiciel de référencement, donc qui s'appelle 1FR, c'est un site voilà, qui permet d'avoir ces mots-là. Mais comment vous faites quand vous n'avez pas de logiciel? Eh bien, très simplement, ce que vous faites, c'est que eh bien, vous allez sur les pages qui sont dans les premiers sujets sur Google, donc de la première à la 5e, et puis vous notez ce qui ressemble à un mot-clé, ou un concept, ou un nom qui est lié à votre thème. Puis, vous ajoutez des idées qui vous viennent en tête. Donc, par exemple, là, j'ai fait sur référencer son site. Donc, les sites utilisent des mots comme référencer son site sur Google, bien référencer son site sur Google, comment référencer son site dans Google. Voilà, c'est une petite variation dans Google. Donc, vous notez tout ça. Vous notez tout ça. Et puis, ce sont des mots que vous allez pouvoir remettre aussi dans vos articles ou vos pages. Donc, vous notez tout ce qui ressemble à une idée ou un mot-clé associé au thème de votre page et de l'expression clé que vous voulez référencer, et vous construisez comme ça, hop, une mosaïque de mots, j'ai envie de vous dire, autour de l'expression clé que vous allez vouloir référencer. Donc ça va donner un gros bordel à remettre en ordre, et donc c'est l'exemple que je vous ai mis à gauche, et c'est ce que je fais pour la plupart de mes articles. Voilà, même si le lecteur ne voit pas. Alors une fois que j'ai créé donc cette liste, je regarde un petit peu dans cette liste, à partir des mots-clés qu'on utilisé, ou des mots autour de mathématiques qu'ont utilisé les autres sites, voilà, qui étaient bien classés, je regarde dans cette liste ceux qui ont le plus de poids, ou ceux qui semblent avoir le plus de poids, parce que je ne sais pas toujours, par rapport à ce que je veux raconter. Autrement dit, les thèmes et les champs lexicaux principaux. Donc par exemple, pour un article sur le référencement, il y a moteur de recherche, web, présence, visibilité, position, apparaître dans les moteurs de recherche, mots-clés, trafic, référencer son site, logiciel et clic. Je le sais parce que ce sont les mots-clés qui reviennent le plus souvent sur les sites que j'ai regardés. Voilà. Donc bien sûr, vous devez imaginer pour chacun de ces mots-clés des variations autour de ces thèmes. Comme par exemple pour le champ lexical de position, vous pouvez utiliser des mots comme première position, bien sûr, améliorer sa position sur Google, positionnement dans les moteurs de recherche, gagner des positions dans les moteurs de recherche, voilà. Tous ces mots qui veulent dire la même chose, mais qui sont exprimés différemment. Donc tout ça, c'est exactement la même chose en termes de champ lexical, et ça parle bien sûr de mieux positionner son site sur Google. Ensuite, ce qui est très important de comprendre, c'est que vous devez ne laisser échapper aucun mot ou expression que pourraient taper vos visiteurs dans Google, vos futurs visiteurs dans Google. C'est-à-dire que, en fait, vous ne savez pas ce qu'il y a dans la tête des gens. Vous ne savez pas comment ils vont s'exprimer et poser une question à Google. Vous devez donc viser un spectre de vocabulaire, on est encore dans cette idée de mosaïque, plus large pour capter différents types de personnes qui, en fait, vont chercher la même chose sur Google. Donc, la première piste pour trouver vos premières idées, c'est tout en bas de Google, dans l'espace de recherche associé de Google. Ce sont en fait les choses que les gens tapent aussi sur Google, mais qui sont un peu moins populaires en fait. Donc ce qu'on appelle aussi des mots-clés de longue traîne en matière de référencement. Donc par exemple, les gens ici, ils tapent comment bien référencer son site internet gratuitement. C'est très très long et c'est beaucoup moins tapé, donc comment référencer son site ou référencer son site. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre dans votre article et vous pouvez faire la même chose avec les autres. Bien sûr, ça doit rester en relation avec ce que vous avez envie de raconter. Donc vous prenez que les mots qui sont en relation avec ce que vous avez envie de raconter. À ces mots-clés, vous pouvez aussi ajouter des mots-clés, des concepts ou des questions qui sont trouvés dans, par exemple, les recherches suggérées de YouTube. C'est très intéressant parce que les gens, dans YouTube, ils ont envie de voir des choses. Donc, c'est des choses que les gens ont envie de voir directement dans YouTube. Donc, vous voyez ici, sur cette recherche, on voit par exemple que le terme « rechercher son site sur Google », eh ben, c'est plus intéressant que les autres pour faire une vidéo parce qu'il est positionné en premier. S'il est positionné en premier dans la suggestion automatique de YouTube, ça veut dire que c'est ce qui a le plus de recherches sur YouTube. Et c'est pareil sur les autres sites. Et vous vous posez la question pourquoi quelque chose apparaît avant les autres, c'est parce que c'est souvent plus recherché que les autres. Tandis que les mots soulignés en rouge, eux, ils peuvent vous donner une idée de ce que les gens recherchent. Voilà, ou des mots-clés supplémentaires à intégrer dans votre page. Donc par exemple, on peut faire une page sur référencer son site WordPress sur Google. Et donc on pourrait mixer tout ça et par exemple faire une page sur référencer son site gratuitement sur WordPress, par exemple. Voilà. L'idée, c'est bien sûr de viser un spectre large comme ça et d'être toujours au plus proche du sujet
de votre article ou de votre page. Donc vous pouvez aussi trouver des questions, des objectifs, des concepts et des mots-clés intéressants pour enrichir le texte de votre page à référencer dans les commentaires de YouTube. Souvent dans les commentaires de YouTube, les gens font part de ce qu'ils ont envie par rapport à une vidéo, par exemple, qui ne leur a pas donné ou qui leur a donné. Vous pouvez trouver aussi des idées dans les chapitres de livres sur Amazon, les chapitres de livres sur Amazon par exemple, donc que vous pouvez avoir un extrait gratuitement en feuilletant le livre, donc ça c'est assez super parce que voilà, tout est résumé, et puis vous avez les sujets clés, j'ai envie de vous dire, dans un thème. Donc voilà, c'est des choses que vous pouvez encore rajouter dans votre article. Alors pourquoi faire tout ça pour un simple article et pour une simple page ou une simple fiche produit, vous pourriez vous demander? Eh bien en fait, premièrement parce que c'est pas si long que ça, voilà. En une petite heure, vous pouvez avoir fait ce travail. Et puis en 5 minutes, vous savez aussi ce que les gens veulent, par exemple, lorsque vous tapez une requête. Par exemple, si je tape faire des frites, eh bien en 5 minutes, je sais que les gens veulent faire des frites sans friteuse, parfois avec un peu d'huile, et de temps en temps sans les éplucher. Donc en fait, ça va nous donner une idée du contenu de la page idéale. On sait par exemple que les gens veulent faire des frites normalement avec la friteuse, mais aussi avec des sections un peu insolites. On peut rajouter sur notre page des sections un peu insolites. Donc sans friteuse, donc si je fais une page par exemple sur faire des frites, donc j'aurai ma page faire des frites, et dans cette page, donc j'aurai tout un passage sur comment faire des frites, et je vais aussi faire un passage sur comment faire des frites sans friteuse, comment faire des frites avec un peu d'huile, et comment faire des frites sans les éplucher, parce que c'est des choses qui intéressent les gens. Et comme moi je veux devenir la référence sur cette page, il est intéressant de les inclure directement dans cette page. Donc si vous allez plus loin et dans les recherches associées, vous voyez aussi que les gens peuvent formuler ça d'une manière différente. Vous voyez ici, il y a aussi croustillante, je n'avais pas vu au moment de la sélection, mais aussi croustillante ou au four, voilà, donc plein de variations que vous pouvez mettre sur une page globale dont l'idée va être de faire des frites. Et comme vous voulez devenir le contenu de référence sur votre requête, l'idée c'est de comprendre et d'identifier autant que possible le vocabulaire et les questions qu'utilisent les internautes ou votre industrie pour trouver une page comme la vôtre sur Google. C'est ça qui est essentiel. En gardant à l'esprit que les internautes, notamment en début de réflexion, ne tapent pas forcément les mots-clés que vous imaginez sur Google, et c'est pour cette raison que, comme si vous tendiez une toile à vos internautes, une belle toile d'araignée, eh bien, il est essentiel d'utiliser un maximum de vocabulaire et de variantes en termes de la manière d'écrire, eh bien, les expressions que pourraient rechercher potentiellement les internautes dans votre article pour, eh bien, attirer le plus de clics possible vers votre article. Donc voici un exemple concret où je suis bien classé sur Google. Donc c'est une page sur la fin de Windows 7. Donc là en ce moment elle est quatrième. Voilà, elle n'est pas première parce que devant moi il y a des très très gros sites. Mais l'idée c'est que les internautes qui tombent sur cet article, ils ne tombent pas dessus parce qu'ils tapent fin de Windows 7. Pas forcément. En fait, la majorité du trafic vient d'une autre requête, une requête annexe, donc une recherche annexe, mais où je parle de ça dans mon article, qui est l'idée de rester sur Windows 7. Donc les gens formulent ça, par exemple, peut-on rester sur Windows 7 en 2020, ou comment garder Windows 7 après 2020. Voilà. Ou garder Windows 7 ou passer à Windows 10, ils tombent aussi dessus en tapant peut-on rester sur Windows 7 ou fin de Windows 7, que faire. Vous voyez, c'est des choses, quand on crée son article de base sur la requête fin de Windows 7, on veut que les gens tombent dessus en tapant fin de Windows 7, on ne pense pas forcément à ça. Et donc, si on regarde un petit peu les choses plus en détail, on voit que cet article a attiré donc 625 clics donc, sur peut-on rester sur Windows 7. On voit qu'il a attiré donc fin de Windows 7, que faire, 91 clics, 95 clics, pardon. Donc comme vous voyez, ce sont des mots-clés relatifs à la problématique de l'internaute, même si au départ j'avais focalisé mon article donc sur la façon de changer de système d'exploitation, j'avais pas pensé que les gens voudraient simplement garder Windows 7 par exemple. Pourtant c'est extrêmement logique, on devrait y penser naturellement, parce que les gens n'ont pas l'habitude de changer leurs habitudes en temps normal, mais là pour le coup j'y ai pas pensé, j'ai pas eu l'intuition de penser à ça. Et c'est aussi le genre de petites choses que va vous apprendre la Google Search Console, donc on va en reparler vers la fin de cette formation, sur les visites que vous recevez, c'est-à-dire que en fait la Google Search Console, elle va aider à comprendre les vraies intentions des gens quand ils tombent sur l'une de vos pages. Et ces intentions sont très précieuses pour attirer plus de trafic sur vos pages. Donc suite à ça, j'ai donc ajouté quelques paragraphes à ce sujet dans mon article original, et puis depuis, je suis passé en deuxième position sur ce sujet annexe,
Et cette requête annexe m'apporte maintenant la majorité de mes clics sur cet article depuis Google, alors que ce n'était pas vraiment la requête visée originale. Donc par exemple, les gens qui tapent garder Windows 7, eh bien je suis deuxième, et l'autre fois j'ai regardé, j'étais premier. Et donc vous voyez, il y a eu une augmentation de plus de 1543% des clics. Parce que quand j'ai fait ces images, en fait, il y avait la période où c'était vraiment la fin de Windows 7, donc la requête a connu un boom énorme, mon site a fait un boom énorme en termes de visites, et franchement, je m'y attendais pas, donc c'est super. Bien sûr, maintenant ça redescend, puisque maintenant que le problème est passé, les gens paniquent plus, et voilà, ils cherchent d'autres choses. Donc l'idée principale à retenir, c'est que vous devez faire de vos pages, des sources d'informations gigantesques sur un sujet, et qui vont être capables de répondre à toutes les interrogations et les problématiques d'un internaute. Donc de cette manière, vous allez attirer des clics de tous les côtés avec des questions ou des requêtes qui ne sont pas visibles dans les prévisions des mots-clés à fort trafic. Donc ça, c'est des mines d'or de référencement d'un site, car vous allez facilement pouvoir devenir premier dessus, en plus de la requête principale dans laquelle vous avez optimisé une page. Donc le troisième point à voir pour gagner des places dans les moteurs de recherche, c'est de structurer les mots-clés dans votre page par ordre d'importance. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, pour le titre de votre page, donc là on touchera à rien, ce sera souvent un titre H1. Et les mots-clés secondaires que vous allez utiliser, donc par exemple ici dans l'exemple de référencer son site sur Google, ça va être référencer un site gratuitement, référencement naturel, par exemple. Bon. Ensuite, vous allez pouvoir mettre vos titres donc en H3. Alors si vous ne connaissez pas, en fait, un titre H1 c'est un très gros titre, un titre H2 un plus petit titre, et un titre H3 un titre encore un peu plus petit. Ces balises, donc la balise H1, H2, H3, ça permet en fait de structurer vos articles. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez dans votre page une balise H2 et que cette balise H2 elle est suivie de 3 H3, vous avez une partie hop H2 qui est suivi donc de trois titres qui eux-mêmes ont des paragraphes, voilà, avec un titre donc en H3. Et donc plus votre mot-clé, plus les expressions que vous allez utiliser sont importantes, plus vous devez leur donner un titre qui soit H quelque chose, voilà, d'élevé. Ok ? Voilà, donc par exemple sur les mots-clés tertiaires, on peut utiliser optimiser son site, positionner son site, être dans Google, voilà. Donc vous pouvez faire ça grâce aux outils d'éditeur, donc par exemple de votre blog. Vous avez ça dans votre blog. Si vous n'avez pas de blog, il faut faire ça en HTML avec des balises H1, H2, H3, voilà, H4, etc., etc. Donc vous pouvez aussi faire ça en ciblant spécifiquement les intentions ou les questions des internautes. De cette manière, vous allez rendre les choses plus simples pour eux. Et puis je vous conseille aussi d'utiliser des mots qui ressemblent à votre mot-clé principal, en guise donc de titre H2 ou de titre H3, plutôt des titres H3 je vous conseille, et d'utiliser des mots-clés appartenant à votre champ sémantique dans l'écriture de vos paragraphes. Donc voyons un exemple concret de ce que ça peut donner avec un article qui est déjà terminé. Donc on a notre titre H2, donc là par exemple c'est un article sur comment publier un livre sur Amazon, et il est classé en ce moment 5/6e sur Amazon, sur Google, pardon. Donc là, j'ai mis un titre H2, comment publier un livre sur Amazon, et puis je l'ai mis ensuite un titre H3, combien ça coûte de publier un livre sur Amazon. Il est suivi de titre H4, donc par exemple les redevances données par Amazon pour un livre broché, les redevances données par Amazon pour un livre Kindle. Voilà, donc ensuite il est suivi d'un titre H3 qui a lui-même un titre H4, voilà. Et puis voilà, tout ça, donc c'est un pas. Donc là on a un gros paragraphe qui est découpé ici, qui est redécoupé avec d'autres titres, donc dedans il y a du texte, et puis enfin, donc hop, après je saute une ligne et je recommence la marche à suivre pour publier un livre sur Amazon. Avec les titres H2, j'essaye toujours moi de mettre le mot-clé principal ou l'expression clé principale dans mes titres H2. Dans les titres H3, je vais mettre une expression qui est proche, qui ressemble, et dans les titres H4, je vais mettre une expression voilà, un peu éloignée, mais qui concerne quand même notre sujet. Donc comme vous le voyez sur l'image, on va simplement utiliser les titres H2 pour donner de l'importance au mot-clé principal, puis on va utiliser les titres H3 ou H4 pour donner de l'importance aux variations donc, de ces mots-clés. Voilà. Donc c'est le même principe qu'on fait avec le H2 et le H3, mais on le refait sur le H3, de H3 à H4 et de H4 à H5, éventuellement on peut aller jusqu'à H6 comme ça. Une fois que vous avez fait tout ça, normalement vous avez le squelette d'une page prête à se référencer dans Google, quoi qu'il arrive, parce que vous êtes certain déjà qu'elle va contenir des mots qui ont un grand rapport conceptuel avec ce que vous allez écrire, et qui ressemblent déjà à ce qui existe dans Google.
Donc avec ça, vous avez déjà fait la plus grosse partie du travail, j'ai envie de vous dire, sur votre contenu, et vous avez aussi fait une plus grosse partie de travail, enfin vous avez fait plus de travail tout court que des autres propriétaires de sites sur Internet. Donc logiquement, vous avez toutes les chances de bien vous référencer. Alors bien sûr, vous devez ajouter aussi des paragraphes sous vos titres dans l'article. Soyez pas bêtes non plus, des paragraphes qui contiendront des mots avec vos champs lexicaux, en rapport avec vos champs lexicaux ou en rapport avec votre titre. Donc si vous utilisez WordPress, par exemple, une extension comme Easy Table of Content va vous permettre de créer des tables des matières automatiquement. Donc ça c'est plutôt cool, c'est ce que j'ai personnellement sur mon blog. Alors une des choses aussi à comprendre, c'est que en fait, l'idée de référencer son site, c'est quoi? De référencer une page, puisqu'on l'a dit, Google référence des pages, c'est simplement de créer la page de référence sur un sujet. Si vous voulez être bien référencé, créez la page de référence sur un sujet. Alors, pour créer cette page de référence, j'ai tendance à parler de contenu pilier, c'est-à-dire des contenus piliers du web, une page pilier du web, c'est-à-dire qu'on peut la pousser, on peut donner des coups dedans, vos concurrents peuvent faire tout ce qu'ils veulent pour essayer de la détrôner, ils n'y arriveront pas. Donc, comme la base du référencement, c'est la recherche de mots-clés autour d'un thème principal, ce que vous pouvez faire pour créer une page qui aura le potentiel d'être en tête des résultats de recherche, et pourquoi pas d'atteindre la première position sur Google, dans la logique, c'est très simple. Si vous ne voulez pas vous contenter d'essayer d'être premier sur un mot-clé, vous devez simplement créer le meilleur contenu du web sur un sujet. Mais si vous le faites, c'est pas toujours sûr qu'il deviendra premier sur Google à coup sûr. Mais en revanche, il est quasi certain qu'il arrivera dans les premières positions de Google. Alors quand je parle des premières positions de Google, disons les 20 premières positions, d'accord ? Pas forcément le top 3, parce qu'il faut voir aussi que sur Google, il y a beaucoup de concurrence. C'est-à-dire que si vous faites un article ou un contenu, par exemple, sur un sujet qui n'est pas trop abordé sur Google, il va facilement se placer dans les premières positions, même, je vais vous dire, dans le top 8. Maintenant, si vous faites un article, par exemple, sur un sujet qui est très traité, par exemple, comment référencer un site, puisqu'on est dans le thème, il va pas forcément bien se classer, même si vous faites une super optimisation, il faudra faire un petit peu un travail de promotion derrière, on va en parler aussi, mais disons que si vous faites très bien le travail, déjà il va se classer, disons, dans les 60 premières positions, les 70 premières positions. Si vous faites quelque chose sur un article ou une page qui a une concurrence moyenne, il va se classer donc dans les 30-40 à peu près. Si vous faites quelque chose sur une recherche qui n'a pas beaucoup de recherche, elle peut avoir beaucoup de recherche, mais pas beaucoup de concurrence, elle va facilement se classer dans le top 20, voilà, directement, sans que vous ayez d'autre travail à faire que d'écrire l'article ou de faire la page. Donc, vous vous dites, quel génie, j'aurais pas deviné tout seul que si je fais la meilleure page, elle va se classer dans les premières positions. En fait, vous vous détrompez-vous parce que 98% des gens font des pages, mais ils ne font pas pour faire la meilleure page du web. Ils n'ont pas cette logique. La logique qu'ils ont, c'est je fais des pages pour attirer du trafic vers mon site. D'accord ? Même si cette page, c'est de la merde. Et il y a aussi beaucoup de gens qui croient le faire, dont moi, c'est-à-dire que ça m'arrive, je crois faire la meilleure page sur un sujet, et en fait, c'est pas du tout ce que les gens recherchent. Alors ça arrive très souvent, c'est-à-dire qu'on n'a pas compris en fait l'intention des gens. Donc si votre objectif c'est d'obtenir l'une des 3 premières places sur Google, autant vous dire qu'il faut absolument faire la meilleure page possible, et une page que personne pourra détrôner sur un sujet. Alors le faites pas sur mes sujets, c'est mieux, faites-le sur le sujet des autres, ok ? Alors, par exemple, au moment où je fais cette formation, je suis 2e sur cette recherche. 22 étapes pour créer une chaîne YouTube et conseils. Je suis même premier, bon, on va dire 2e, on va dire top 5, parce qu'au moment où vous allez regarder, ça va peut-être baisser ou ça va peut-être monter, je ne sais pas. Bon, la dernière fois que j'ai regardé, j'étais premier. Et il y a plusieurs raisons qui expliquent que cet article est un bon positionnement sur les moteurs de recherche. Alors, premièrement, déjà, il y a le titre, on l'a vu, le titre est accrocheur, donc ça, on en a parlé tout à l'heure. La métadescription aussi. Mais surtout, son point fort numéro 1, c'est la longueur et la variété de son contenu. C'est-à-dire que ça, c'est mes articles en général. C'est-à-dire que mes articles font plus de 10 000 mots. Toujours, quasiment tout le temps. S'ils font pas 10 000, c'est 6 000 ou 8 000, d'accord ? Et les autres, ils vont se contenter de faire des articles de 600 mots. Donc, un article plus long, déjà, il va avoir plus de contenu à donner à Google pour nourrir Google, pour que Google associe votre article à un thème. Alors c'est pas toujours vrai parce que ça peut être aussi casse-gueule de faire un article très très long. Donc, mais globalement, voilà, faites toujours des articles de plus de 1000 ou 2000 mots. Voilà, comme ça vous êtes tranquille
et vous êtes sûr de pouvoir couvrir un peu tout un sujet et d'avoir un champ sémantique très très riche, d'accord? Si vous faites 10 000, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un peu plus casse-gueule. Souvent, on va montrer des choses aussi et il n'y aura pas forcément des mots qui vont être en rapport avec notre thème, donc c'est un peu plus casse-gueule. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est simplement que plus c'est long aussi, plus votre visiteur va donner de valeur à cet article. C'est ça le point clé. Et par exemple, l'article que je vous présente ici, il contient beaucoup d'informations qui sont utiles et actionnables. C'est-à-dire que quand vous créez un contenu, vous devez toujours vous donner pour mission de traiter un sujet dans son intégralité, c'est-à-dire de donner toutes les informations que pourra avoir besoin le lecteur. Et l'idée, c'est un peu de faire comme les meilleures pages de Wikipédia, mais en mieux. C'est-à-dire qu'avec des contenus qui peuvent apporter plus de valeur que la connaissance en elle-même. Des contenus qui peuvent apporter plus de valeur que la connaissance aux internautes. Et bien sûr, cette page, donc elle contient des vidéos, des vidéos de résumé, c'est-à-dire qu'elle montre comment faire des actions. Elle montre aussi des images intéressantes qui vont augmenter le temps passé par un visiteur sur un site, ce que Google va aussi considérer comme un signal pertinent pour bien référencer votre page. Et bien sûr, si vous avez un site où le visiteur reste 5 secondes ou même se barre au bout de 2 secondes, il sera forcément battu par un site où le visiteur va rester 5 minutes en moyenne, même 30 secondes. Si un site a 2 secondes de visite et l'autre en a 30, celui qui en a 30, il va passer devant. Le point fort numéro 2, c'est le design, l'ergonomie et le confort d'utilisation, c'est-à-dire que la page, elle ne va pas bombarder l'internaute de saloperies quand il va arriver dessus. C'est-à-dire que si vous allez sur mon site, vous ne voyez pas de demande pour autoriser les notifications, vous ne voyez pas de pop-up, vous ne voyez pas de choses qui vous forcent à vous inscrire à une mailing list, par exemple, et le design n'est pas dégueulasse. Donc, voilà. Alors, je ne vous dis pas que mettre quelques pop-up ou système de mail, c'est un problème. D'ailleurs, moi, j'en ai sur mes sites. Mais il faut le faire de manière non intrusive, c'est-à-dire que pas avec des trucs qui vous sautent à la gorge dès que vous arrivez sur votre site, parce que ça va forcément nuire au taux de rebond. Donc si vous demandez aux gens qui ont vécu la guerre, je peux vous dire qu'ils n'aiment pas vivre sous les bombardements. Et les gens qui visitent un site, c'est pareil. Moi, je vois une pop-up dès que j'arrive, je vois un truc qui m'empêche d'avoir l'information que je veux, je saute à un autre site parce que ça me gonfle. Donc point fort numéro 3, sur cette page, c'est que la page, elle répond exactement aux problématiques des internautes et elle sait les formuler avec des mots. Par exemple, ici, préambule, combien d'argent gagnent les youtubeurs? C'est quelque chose que se demandent souvent les gens. Quel est le salaire d'un youtubeur? Combien faut-il de vues pour gagner de l'argent sur YouTube? Donc vous voyez, ce sont des questions très concrètes. C'est pour ça qu'on est encore ici dans l'action. Comment créer une image d'illustration? Comment créer une bannière sur YouTube? Comment ajouter des liens sur l'image de son image d'illustration? Comment ajouter un logo à sa chaîne? Voilà, ce sont des problèmes qu'ont vraiment les gens. Et l'une des choses les plus difficiles avec le référencement d'une page, c'est souvent de comprendre les intentions et les besoins des internautes et la façon dont ils vont les formuler. Mais si vous les comprenez, vous pouvez alors créer une page qui va battre toutes les autres. Et c'est pour ça qu'en fait, une page n'est jamais finie. C'est-à-dire que quand vous avez créé une page, essayez, si vous avez le temps bien sûr, de ne jamais cesser de l'améliorer pour toujours répondre le plus parfaitement possible à l'intention d'un internaute, pour améliorer cette page en fait à travers le temps. Donc ces besoins et ces intentions, ils vont même conditionner la forme et les fonctionnalités d'une page. Par exemple, pensez à un site d'itinéraire ou même un site d'annonce en ligne, eh bien vous n'avez pas du tout la même page par exemple que sur un site de cuisine. Un site de cuisine aussi qui va avoir une page bien spécifique par exemple avec un affichage des recettes particulier ou un affichage des temps de cuisson particulier. Et le truc, c'est que comme nous sommes tous différents, comme nous avons tous aussi des besoins différents ou des intentions différentes, nous posons les questions à Google parfois d'une dizaine de façons différentes. Par exemple, vous pouvez demander à Google, pour référencer votre site, comment être sur Google, comment faire remonter son site sur Google, comment apparaître dans les premiers résultats de Google, comment référencer son site internet dans les premiers résultats de Google, comment gagner des positions dans les moteurs de recherche, comment référencer son site sur Google. Donc ici, c'est exactement la même chose. Et encore, là, c'est encore facile parce que vous avez, avec ces questions, les internautes, ils semblent tous vouloir le même objectif final, c'est-à-dire être bien placés dans Google. Donc on peut donc supposer qu'en créant un tutoriel de référencement Google pour positionner son site web, avec ces intentions-là, ça doit être un contenu qui doit bien marcher, qui va bien marcher. Mais il existe plein de questions invisibles ou des problématiques qui pourront enrichir votre article et votre site et donc capter des visiteurs supplémentaires que l'internaute ne sait pas formuler directement. Par exemple, si vous ne dites pas à l'internaute qu'avoir
un site web hébergé en France, c'est préférable qu'avoir un site à l'étranger pour son référencement, parce que ça va afficher le site plus vite par exemple, eh bien, il ne le saura jamais, et il n'aura jamais l'idée de le demander non plus. Donc c'est des choses que vous devez deviner pour lui. Et quand on regarde donc les volumes de recherche avec des outils comme l'outil de planification des mots-clés de Google, on se rend compte que en fait l'internaute il est un peu assez fainéant dans ses recherches. C'est-à-dire qu'il existe par exemple des expressions clés qui n'ont pas vraiment de volume de recherche car ce ne sont pas des concepts ou des idées répandues, mais qui sont quand même importants pour votre thème. Donc par exemple, vous voyez aussi qu'AdWords ici peut fumer du caca. On voit pas, je ne comprends pas pourquoi il me propose des histoires de chauffage domestique issues de climatisation. Bref. Voilà, donc ça c'est l'outil de planification des mots-clés d'AdWords, si vous voulez chercher ça dans Google, et ça vous donne en fait des idées de volume de recherche potentiel sur différents mots-clés. Et ici, donc on a un concept important, mais que personne ne cherche, par exemple, si on parle de développement personnel, par exemple, c'est un concept comme la gratification instantanée. Donc il faut donc que vous travaillez sur les concepts les plus connus et les plus recherchés, en cherchant à se placer dessus pour mâcher un maximum le travail à l'internaute pour qu'il ait l'impression d'avoir trouvé le meilleur site web du monde, car il va répondre à des questions qu'il ne s'était même pas lui-même posées. Par exemple, sur la confiance en soi, si vous tapez ça donc dans l'outil de planification des mots-clés, vous avez plein d'idées à mettre dans un article autour de la confiance en soi, auquel vous pourrez rajouter le concept de gratification instantanée, car il ne fait pas de volume de recherche, il n'est pas là-dedans, mais il est important. Donc par exemple, pour la confiance en soi, donc vous avez le manque de confiance en soi, reprendre confiance en soi, comment avoir l'estime de soi, prendre confiance en soi et avoir confiance en soi. Donc quand vous allez créer une page pilier ou de référence, votre idée directrice, ça doit être ça. Ça doit être de donner une immense valeur à un internaute sans même qu'il s'en rende compte. Voilà. Et que la seule chose qu'ils peuvent se dire, c'est waouh, ou à la rigueur, putain, j'ai pas le temps de lire tout ça, mais je vais y revenir. Et le point fort aussi de cet article, ce qui fait qu'il est aussi bien classé, qu'il attire voilà, des milliers de visiteurs par jour quasiment, c'est que ce n'est pas un contenu poubelle. Alors c'est quoi un contenu poubelle? En fait, c'est ce qu'il y a beaucoup sur le web. Alors là, c'est-à-dire que en fait sur le web, vous avez des opportunités d'écrire de bonnes pages dans tous les domaines et presque tous les sujets sur Internet parce qu'il y a énormément de contenu, je dirais 90%, 98%, qui sont écrits uniquement pour attirer des visiteurs, c'est-à-dire du volume de recherche, mais qui ne vont rien apporter à l'internaute. C'est par exemple ici, donc l'exemple de cet article. Alors je précise que j'ai rien, il est classé 4e sur Google, mais c'est un contenu poubelle pourtant. Alors je précise que j'ai rien contre l'auteur contre l'auteur de cet article ou l'auteur de ce site, parce que on peut pas dire que ce soit un mauvais article en fait. C'est-à-dire que c'est un article où il y a du contenu, il y a des conseils qui peuvent être utiles, mais cet article va pas changer ma vie parce qu'il contient en fait des banalités, des connaissances qui sont pas vraiment utilisables. D'accord? C'est là où je vous disais tout à l'heure, il faut faire comme Wikipédia, mais avec du contenu actionnable. Voilà. C'est-à-dire que si je lis un article sur Napoléon III, par exemple, alors c'est génial pour mes cours, mais dans ma vie à moi, ça va pas être forcément génial. Et les gens, ils cherchent des choses qui sont, alors souvent, hein, ça dépend de l'intention de l'internaute. Si c'est quelqu'un qui veut faire ses cours d'histoire, là, ça marche. Mais si, en général, les gens cherchent du contenu actionnable, et celui-là, il n'est pas actionnable. Donc, c'est un contenu poubelle. C'est-à-dire que, voilà, il est très petit, il apprend pas grand-chose, et en plus, il donne des conseils qui ne sont pas actionnables dans ma propre vie. Alors, donc je précise que j'ai rien contre site, je le rappelle, et j'écris moi-même beaucoup de contenu poubelle, donc là je vous en ai mis un, par exemple, le bonheur c'est d'avoir, c'est pas d'être, blablabla, blablabla, blablabla. Donc l'internaute, lui, se fiche de savoir ce qu'est le bonheur. Ce qu'il veut, c'est en fait des astuces concrètes pour atteindre l'objectif, eh bien, d'être bien dans sa vie. Voilà. Donc ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est que ce genre d'article, ça peut pas aider à référencer son site. Même si ça a l'air très bien, c'est bien écrit, c'est beau, mais ça aide pas à référencer son site, parce que sur la durée, il va toujours être battu par des sites qui vont passer plus de temps à créer des pages qui sont plus complètes, donc des blogueurs ou des gens qui gèrent des sites, et ça va apporter aussi quelque chose de valeur à l'internaute. C'est ça qui va le plus aider à bien placer un article. Alors après, il faut aussi que les gens le découvrent, il faut aussi populariser l'article, mais une fois que vous aurez fait le bon contenu, normalement, il s'installe dans les premières positions de Google. Donc si vous avez des pages qui n'attirent pas de trafic et qui ont un contenu poubelle comme ça, ben, n'hésitez pas à les refaire si vous êtes certain que la requête sur laquelle vous les avez placées est susceptible d'attirer du trafic. C'est-à-dire qu'en ce moment, voilà, vous avez une page qui est susceptible d'attirer du trafic, mais qui n'est pas assez bonne. Ou alors vous récupérez votre vieux texte pour le réintégrer dans d'autres articles, voilà, par petits bouts, ou pourquoi pas aussi de le proposer en article invité sur d'autres sites. Alors là,
Là, c'est pourquoi je dis ça, parce qu'en fait, les articles invités sont souvent de mauvaise qualité et c'est souvent des choses qu'on propose sur d'autres sites simplement pour mettre un lien sur ces sites. Voilà. Bon, c'est pas conseillé, ça dépend comment vous respectez la personne qui va vous faire le lien, mais voilà. Bon, c'est une idée comme ça. Ok, alors la question que vous devez vous poser, c'est comment savoir si votre idée va être susceptible d'attirer des visiteurs en plus sur votre site. Donc pour ça, j'ai défini plusieurs éléments qui font un peu le succès d'un contenu, j'ai envie de vous dire. Donc le premier, c'est que ce contenu doit être evergreen et jamais périmé, c'est-à-dire que ce doit être un sujet qui, si je le regarde dans 1 an ou dans 10 ans, suscite toujours le même intérêt auprès des gens. Donc, pour ça, il faut que ce soit un problème qui se répète. Donc, par exemple, je ne sais pas, avoir confiance en soi. Il y a plein de monde qui n'a pas confiance en eux-mêmes. Ça peut être référencer son site. Il y a plein de monde qui a besoin de référencer son site et qui aura toujours besoin de ça probablement dans 10 ans. D'accord? Ça doit être aussi un sujet où il y a un nombre important de personnes qui ont besoin d'une solution. Donc, par exemple, créer son site internet, référencer son site, je sais pas moi, guérir le mal de rein. Bon, vous voyez. Il doit y avoir peu de résultats existants sur le sujet en question, c'est-à-dire que le sujet que vous devez traiter ne doit pas avoir une concurrence énorme. Alors comment on sait si un sujet a une concurrence énorme? C'est très simple, il y a des centaines de milliers plutôt de résultats sur cette recherche. Là, c'est un sujet très concurrentiel. S'il n'y a que des dizaines de milliers, c'est encore jouable pour vous. Alors ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas faire de sujets sur des sujets qui sont déjà traités et essayer de devenir la référence dessus. Ça veut simplement dire qu'il y aura beaucoup plus de travail pour bien le positionner dans les moteurs de recherche, mais c'est pas impossible. Il faut aussi choisir un problème sur lequel vous pouvez apporter une valeur nouvelle et importante, c'est-à-dire que si vous racontez exactement la même chose que les autres, c'est pas la peine de faire un sujet. Par contre, si vous créez quelque chose de 10 fois meilleur que tous les autres, là c'est la peine de faire un sujet. Il faut aussi un sujet qui ait une visibilité et un volume de recherche. Donc la visibilité, en fait, c'est le volume de recherche. Combien de fois les gens vont taper ça par exemple par mois. Et une réputation, parce que ce qui est cherché, c'est ce qui a de la réputation sur le sujet en question. Donc il faut à la fois en fait avoir une sorte d'instinct, une certaine intuition entre ce qui est recherché et ce qui a peu de concurrence. Alors je vous avoue, c'est pas forcément facile à trouver, mais quand vous en trouvez un, c'est jackpot. Et si vous n'en trouvez pas, c'est pas grave, faites quand même, essayez quand même de traiter du mieux que vous pouvez et de façon meilleure que les autres aussi pour devenir la référence sur les sujets dont vous avez envie de parler. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien sûr, il y aura plus de travail de promotion de ce contenu, donc on va en reparler après, si votre sujet est très concurrentiel. Donc ce que je vous recommande au final, c'est donc d'écrire les meilleurs articles possibles en vérifiant qu'il y a un intérêt sur un sujet. Donc ça, vous pouvez vérifier ça avec des sites par exemple comme BuzzSumo, YouTube, vous tapez ça dans les recherches. Et donc s'il y a beaucoup de vidéos par exemple dessus, c'est que c'est un sujet qui est populaire. Ubersuggest, donc ça c'est un site qui permet d'avoir en fait le volume des mots-clés, c'est un peu le volume des mots-clés des expressions aussi annexes, donc ça c'est un peu comme le planificateur des mots-clés, d'ailleurs ça tire ses données du planificateur des mots-clés, donc Google AdWords qui est son planificateur des mots-clés, son outil de planification des mots-clés, et puis aussi les autres outils à votre disposition sur le web, donc il y en a plein, donc sans trop vous soucier si vous pouvez être promis ou non sur un terme de recherche, parce que quoi qu'il arrive, votre but ce sera donc de devenir la référence sur un sujet. Voilà, donc là je vous ai dit, hop, concentrez-vous sur les pages où il y a peu de résultats existants, donc ça c'est bien pour démarrer, mais après, votre idée ce sera de devenir la référence sur des gros sujets aussi. Donc voilà, ne vous limitez rien, ne vous interdisez rien. Donc faites simplement du bon travail pour répondre le mieux possible à une requête sans tenir compte de la concurrence, parce que si vous faites le meilleur contenu possible sur un sujet, vous allez forcément dépasser les autres avec le temps et avec un travail de promotion de votre contenu. Donc, pour promouvoir ces contenus piliers, justement, comment on fait? Donc, pour un site, le plus gros facteur pour améliorer son référencement, et le facteur numéro 1 de référencement de Google, en fait, c'est d'obtenir des liens entrants depuis des sites de qualité. Alors, c'est quoi un site de qualité? En fait, c'est un site auquel Google fait confiance sur un sujet et qui va faire un lien vers l'un de vos articles. Donc, un lien, on appelle ça un backlink en matière de référencement. Donc, ça va rendre votre page plus pertinente aux yeux de Google si vous avez un site comme ça auquel Google fait confiance sur un sujet et que ce site vous fait un lien vers vous. Donc c'est pour ça que pour populariser une page, il faut générer des backlinks de qualité vers elle, donc des liens de qualité vers elle. Et il est d'ailleurs préférable de privilégier la qualité à la quantité. Donc un très bon lien, ça peut être meilleur que 1000 liens très mauvais achetés en ligne. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, si vous avez un lien sur un site comme Le Monde,
eh bien ce lien sera meilleur que si vous avez 1000 liens sur des sites voilà, qui n'ont aucune autorité et qui créent des liens comme ça massivement juste pour faire des liens, juste pour vendre des liens par exemple. Ça, c'est pas bon. Donc obtenir des liens de qualité d'autres sites vers vous, ça peut être très frustrant comme activité, et c'est un travail de très longue haleine. Donc ce que je vous invite à faire, donc pour être sûr d'avoir un retour sur le temps investi, c'est d'approcher l'idée d'obtenir des liens d'autres sites vers vous d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que vous allez contacter les grands sites de votre thématique ou des sites moyens. Bon, vous pouvez même contacter des petits sites, hein, je vous empêche pas. Je vous ai dit, voilà, plus c'est gros, mieux c'est. Plus c'est des gros sites, mieux c'est. Mais voilà, les plus c'est gros aussi, moins ils vous diront oui. Vous vous en doutez bien. Donc l'idée, c'est simplement, vous leur envoyez un lien de votre article et vous leur demandez s'ils peuvent donner leur avis dessus. Pourquoi faire ça? Alors premièrement parce que déjà vous n'arrivez pas en leur disant voilà mon article, fais-moi un lien quoi en gros. ce qui est en général est pas très bien reçu. Et puis dans le pire des cas, c'est qu'ils vont voir la qualité de votre travail et ils vont savoir que cet article existe, d'accord? Parce qu'ils vont avoir la curiosité de regarder. Après, ils le liront peut-être pas, ils le partageront peut-être pas, ils feront peut-être pas le lien vers vous. Ça n'a pas d'importance. En fait, en faisant ça, vous allez pouvoir nouer un premier contact avec eux. Donc ils vont savoir que vous existez, ils vont savoir le genre de travail que vous faites, et c'est moins bourrin que voici mon article, mets-moi un lien vers mon article. Parce qu'en gros, ça c'est l'approche qu'ont la plupart des gens. Vous n'imaginez pas le nombre de mails que je reçois comme ça tous les jours, et voilà, sur des trucs qui sont même pas de qualité, voilà, c'est des trucs faits avec des robots, des choses comme ça, donc voilà, tout ça, poubelle, on répond même pas. Donc voici un exemple de ce à quoi ça peut ressembler. Donc bonjour, le nom du propriétaire du site. Bonjour, voilà, là j'ai mis X, donc vous mettez le nom. Je viens de lire votre article sur X et je viens d'écrire un article sur, voilà, j'aimerais avoir votre avis sur ce que je pourrais y ajouter. Dans l'attente d'une réponse, merci. Puis votre nom, voilà. Comme ça, vous montrez de l'intérêt au travail de la personne et puis vous lui demandez de regarder le vôtre. Donc suite à ces échanges, entre vous et le propriétaire d'un site que vous visez, par exemple, il pourra soit vous demander d'écrire des articles invités pour lui, donc on appelle ça aussi le quest blogging, en échange d'un lien sur son site, c'est-à-dire que vous écrivez un article pour lui, et il va vous autoriser à mettre un lien vers votre site, par exemple. Vous pouvez échanger un lien avec lui, donc par exemple, tu vous lui dites, je te mets un lien là, tu me mets un lien là. D'ailleurs, n'hésitez pas à relancer les gens qui en fait, vous proposez rien d'intéressant pour vous, relancez-les, voilà, ils vous disent non, c'est pas grave, vous attendez quelques mois, vous les relancez, et de faire un partenariat avec vous, voilà, vous faites des choses ensemble, vous demandez de l'argent pour placer un lien, donc certains propriétaires de sites vendent des liens, par exemple, on a parlé des sites médias, il y a des sites médias qui vendent des liens sponsorisés, par exemple. De vous dire non, parce que oui, certains verront pas la valeur supplémentaire que vous pouvez leur apporter, ni les bénéfices à vous aider. C'est naturel, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne aussi dans la vie. On a du mal à voir la valeur des gens avant de passer du temps avec eux. Et puis certains vont carrément pas vous répondre du tout. Ça arrive même très souvent. C'est peut-être 8 fois sur 10, on va pas vous répondre. Donc voilà, vous alarmez pas si vous n'avez pas de réponse à vos mails. Donc dans tous les cas, et qu'importe les résultats de vos stratégies de netlinking, de backlink, mais qu'on appelle aussi le netlinking, je vais y arriver. En fait, c'est simplement dire la chasse aux liens, quoi, en gros. Hein. Donc, respectez ceux qui vous respectent pas encore en tant que site. Tout le monde vous dira pas oui. Tout le monde vous dira pas non non plus, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il n'y a pas de bon ou de mauvais lien. Ici, il y a des très très mauvais liens, mais si vous arrivez à avoir un lien sur un site qui voilà, n'est pas un site qui est construit comme ça juste pour faire du lien ou pour mettre des articles de daube. Donc si vous êtes sur un bon site, grosso modo, un lien, le moindre lien sur un site qui est bien thématisé, qui parle bien de son sujet, ça vous aidera à gagner des places dans Google. Donc la plupart des sites web, même les mieux classés, font pas forcément non plus un gros travail de promotion dans leur contenu pour obtenir des liens vers leurs articles. Voici par exemple le lien du 3e site classé sur le terme référencer son site. Donc ce qui lui permet d'atteindre sa 3e position, c'est déjà 2 liens importants donc, qui viennent d'un site d'une autorité de 50 et de 44. Donc ce qu'on appelle ici DA, un domaine autorité, ça veut dire DA. Enfin DA, ça veut dire domaine autorité. Puis ensuite, il y a 4 liens d'autorité normale, donc en général autour de 20, c'est une autorité normale.
Donc ce qu'avec un peu de travail, vous pourrez obtenir naturellement, sans souci. Donc vous mettez pas trop la pression pour être premier tout de suite. Essayez d'obtenir des liens vers vos pages dans la durée, des liens de qualité. Et puis voilà, c'est ça, réussir son référencement ou bien positionner. Une fois que vous avez fait du bon contenu, l'idée c'est quoi? L'idée c'est de promotionner ce contenu tout au long de l'année. Donc vous faites, comme je vous ai montré, vous envoyez des petits mails comme ça à des gens. Vous les relancez éventuellement s'il n'y a pas de réponse ou si la réponse ne vous convient pas, et puis voilà, vous essayez comme ça d'avoir des liens petit à petit, et c'est un processus qui prend du temps, mais voilà. Si vous arrivez à avoir quelques liens, vos articles vont monter encore plus dans Google que ce qui sont déjà de base avec le travail d'optimisation que vous aurez fait. Donc en matière de référencement naturel, il y a aussi une autre donnée à prendre en compte, c'est le concept de réputation d'une page sur un sujet. Parce que si votre site dispose d'une autorité globale en tant que nom de domaine, donc le DA, je vous rappelle, Domain Authority, toutes les pages de ce site en question ont aussi leur propre réputation et puissance sur un sujet. Donc c'est ce qu'on appelle le page authority, donc qui est exprimé par la métrique PA. Donc en gros ici la puissance des pages qui font des liens vers la page référencée, elle est assez faible. C'est-à-dire que ce sont, à mon avis, des articles invités qui sont publiés sur des sites et qui n'ont jamais été bien placés sur Google. C'est-à-dire que c'est des pages qui sont là, comme ça, qui sont faites juste pour balancer des liens dessus et qui n'ont pas ou peu d'autorité en termes de pages. Et il est probable aussi que ce ne soient pas des articles piliers sur des sujets. À titre de comparaison, l'un de mes articles top 5 sur Google possède ces métriques. Il a ici en domaine authority de 18, et de page authority de 22. Alors c'est pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc l'autorité de ma page, en fait ici, elle surpasse celle de mon nom de domaine. Donc vous voyez ici, hop, j'ai 22 ici au lieu de 18. Ce qui est assez rare en fait, parce que c'est souvent l'inverse, comme on l'a vu ici. Hop, vous voyez, c'est souvent l'inverse. La conclusion, c'est que si moi, vous me demandez par exemple un lien et que je vous mets un lien dans cet article vers une de vos pages sur le même sujet ou sur un sujet proche, ce sera un lien qui sera beaucoup mieux pour vous que cela. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que il est très thématisé. Et il existe plein de sites comme ça, avec moins d'autorité que les top sites, moins de DA donc que les top sites, et qui seront intéressants pour vous en matière de liens. Donc n'hésitez pas à aller chercher. Donc j'ai trouvé ça avec un service donc, qui s'appelle Website Authority. Vous tapez ça sur Google, vous allez trouver ça. Donc promouvoir, communiquer et obtenir des backlinks sur une base régulière pour ces gros articles, donc ceux dont vous voulez qu'ils deviennent les fers de lance de votre site, c'est un travail que la plupart des créateurs ne font pas. C'est-à-dire qu'ils créent l'article, ils créent la page et après, voilà, ils s'en lavent les mains. Et ils commencent à prier pour être sur Google, voilà, s'il te plaît Google, positionne-moi bien, mais non, ça ne marche pas comme ça évidemment. Donc vous aurez donc forcément un avantage si vous pratiquez cette activité d'obtenir des backlinks comme une petite routine. Par exemple, vous pouvez envoyer 5 ou 6 mails par jour à des webmasters ou des sites que vous aimez bien. Et dans le meilleur des cas, vous allez gagner un lien, et puis dans le pire des cas, vous allez faire connaître votre site donc à d'autres personnes, d'autres blogueurs, d'autres gérants de sites, voilà, ça dépend de la responsabilité qu'ils ont. Donc vous gagnez à tous les coups si vous osez prendre contact, j'ai envie de vous dire. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est comment on peut faire pour donner confiance à Google. C'est parti, on y va. Alors pour donner confiance à Google, il y a des petites choses simples à faire que vous pouvez faire pour envoyer des signaux de confiance positifs à Google. Pour dire, voilà, cette page-là, elle est légitime dans son sujet. Et aussi que la plupart des gens ne font pas. Alors, première chose, il y a d'augmenter le nombre de partages sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est pas compliqué à faire. Vous mettez par exemple un plugin de partage sur votre site, ou vous partagez votre site le plus possible sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est un signal positif. Deuxièmement, de laisser les commentaires sur sa page, parce que, en fait, elles vont rajouter du contenu textuel ou des questions, par exemple, qui vont intéresser les internautes auxquels vous n'auriez pas pensé. Troisièmement, alors ça c'est très important, c'est quelque chose qui est assez négligé, c'est d'inclure des liens sortants logiques vers des sources de confiance. C'est-à-dire, en fait, de mettre des liens dans vos articles vers des pages de référence dans vos articles. On est encore dans cette idée de référence. Donc ici, par exemple, vous avez un exemple où je parle donc de la fin de Windows 7 et je mets un lien vers Microsoft. On peut dire que Microsoft, c'est un site de référence. Vous êtes d'accord avec moi quand on parle de ce sujet-là. Donc, quelle meilleure garantie pour Google de répondre à une question que d'avoir un article qui lui-même cite d'autres articles de référence?
Et les gens, ils ont tendance à penser que faire un lien vers d'autres sites, c'est pas bon pour leur site. Mais en fait, c'est un signal de confiance positive sur Google. Donc n'hésitez pas à faire beaucoup de liens hypertextes, donc en dofollow, c'est-à-dire des liens externes normaux qui s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre. Donc vous pouvez faire ça avec la plupart de vos éditeurs de texte de sites web, de CMS ou autres, vers des articles qui sont des références autour de votre sujet. Alors bien sûr, soyez pas bête non plus, c'est-à-dire que si vous écrivez un article sur comment référencer son site sur Google, mais vous n'allez pas faire un lien vers un article qui va parler de comment référencer son site sur Google, parce que c'est exactement le même sujet, et ça porterait préjudice à votre propre position sur Google. Non, faites plutôt un article, par exemple, ici dans mon article référencer un site sur Google, ce que j'avais fait, c'est que par exemple, j'ai fait un lien vers un article qui parle des algorithmes de Google. Vous voyez, c'est pas le même sujet, c'est proche, ça y ressemble, c'est en relation avec ça, mais voilà, c'est pas le même sujet. Donc ça fonctionne et c'est positif pour votre article. Vous pouvez aussi faire ça à la sauce Wikipédia, c'est-à-dire que en mettant par exemple à la fin de votre article, vous mettez des liens de ressources vers un article. Voilà. Donc ça marche aussi. Alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. Hein. Voilà, 4 ou 5, c'est largement suffisant. Pour renforcer aussi la confiance que Google accorde à une page, ce que vous pouvez faire, c'est de faire des liens internes vers d'autres pages de votre site. Donc les liens internes, c'est des liens en fait qui s'ouvrent pas dans une nouvelle fenêtre. Donc, bon, voici par exemple, je vous ai mis un exemple. Donc, c'est par exemple un lien sur mon site ici. Donc, parmi les professionnels du web, le référencement YouTube est réputé comme être plus simple que le référencement naturel Google. C'est-à-dire que si les gens cliquent là-dessus, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont être redirigés vers la page référencement naturel Google. Donc ça, c'est un lien interne. En fait, leur principale utilité, c'est qu'ils peuvent donner du poids à d'autres pages. Et c'est pour ça que c'est intéressant en termes de confiance pour Google. Autrement dit, ils vont donner de la légitimité à l'une de vos pages, celle vers laquelle vous allez faire un lien interne. Par exemple, si j'ai une dizaine d'articles qui parlent de sujets autour du fonctionnement de Google, il est probable que la plupart d'entre eux vont parler de référencement naturel. Donc ça va me donner un truc comme ça. Donc j'ai mon sujet principal ici, j'ai mes pages annexes, et sur mes pages annexes, j'ai un lien interne qui va conduire vers la page référencement naturel, la page de base référencement naturel. Donc je vais donc pouvoir, sur mes autres articles, faire des liens, sur n'importe quel article d'ailleurs, vous pouvez faire ça, vers le sujet principal. Car plus une page de site a de liens internes vers elle, plus Google considère que c'est une page importante pour votre site. Donc le fait de faire plein de liens internes vers elle, ça va transmettre une partie de l'autorité de vos pages moyennes ou de vos petites pages vers la grande page. L'inverse peut aussi être fait, c'est dans une stratégie donc ce qu'on appelle de maillage interne, donc c'est-à-dire en fait comment vous reliez les pages entre elles avec des liens internes justement, puisque si vous faites des liens internes vers vos petites pages sur l'une de vos très grosses pages, les petites pages vont gagner du poids et donc des places dans Google. Donc ici, je vous ai pris par exemple un exemple avec le café. Imaginons que je fasse un article sur le sujet de bien choisir son café. Donc dans cet article, à un moment, je vais parler de café du matin, de café du midi, de café du soir. Et ça peut rediriger vers des pages, par exemple ici, qui traiterait du sujet le café du matin, le café du midi, le café du soir. Et vous imaginez bien que ça, en fait, c'est 4 pages différentes qui vont être référencées dans Google. Donc la principale, bien choisir son café, et puis voilà, les secondaires ici, le café du matin, le café du midi, le café du soir. Donc la personne qui dans Google va taper quel café boire je sais pas moi, le midi par exemple, eh bien elle va tomber sur cette page, et cette page-là, donc la grosse page, va aider à référencer la petite page. Voilà. C'est une recherche moins générale en fait, le café du midi, plus spécifique que la recherche principale, bien choisir son café. Donc d'une manière générale, je vous conseille de faire vos liens internes de manière naturelle, comme vous pourriez le faire pour des ressources vers lesquelles vous allez envoyer, donc ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que vous avez envie de faire un lien, ça semble logique dans l'enchaînement de votre contenu, faites un lien vers l'une de votre page tout simplement. Voilà, des pages de votre site. Alors moi, ça c'est mon avis, c'est-à-dire que faut créer des sites qui soient utiles à l'internaute avant de penser à Google. Voilà. Alors, si ce qu'attend l'internaute marche bien, normalement, ça doit plaire à Google. Donc ça nous amène à la deuxième petite chose très importante qui peut vous aider à améliorer votre référencement, c'est d'utiliser des encres variées pour y faire vos liens. Alors, des encres variées à la fois pour vos liens internes et à la fois pour vos liens externes. Alors une encre, en fait, c'est simplement le nom que l'on va donner à un lien hypertexte. Donc lien hypertexte, comme ça paraît compliqué, c'est simplement un lien. Donc par exemple, si j'écris ceci est une encre et que dessus je mets un lien hypertexte, l'encre c'est ça. L'encre c'est ceci est une encre. L'encre, en fait, d'un lien, c'est important parce que
Si vous appelez votre lien, par exemple, comment faire référencer son site? Google, lui, il va associer la page vers laquelle le lien envoie à cette requête. Donc sur l'exemple ci-dessus, par exemple, donc ceci est une encre, Google supposerait par exemple que vous allez rediriger l'internaute vers une page qui parle du sujet, ceci est une encre. Donc par exemple, si vous aviez une page qui parle c'est quoi une encre, eh bien, ça fonctionnerait. Donc ici, par contre, en revanche, si je faisais un article pour référencer une page Google et que je mettais ceci est une encre vers l'article, eh ben, ça fonctionnerait pas bien, ce serait peu utile et ça aiderait peu Google à référencer la page et ça aiderait peu votre page. Donc l'idée, ce qu'il va falloir faire, donc, c'est faire en sorte que les liens que l'on fait vers votre page, ils aient une encre très proche du mot-clé, autrement dit de la recherche sur laquelle vous voulez devenir numéro 1 sur Google. Par exemple ici, je vous ai mis un petit article, et hop, l'air de rien, on glisse ici un lien sur le mot écrire un livre. Donc ici, c'est une encre vers une page de mon site qui est en réalité un mot-clé qui va parler d'écrire un livre. Voilà. Mais pour pas que Google se rende compte que vous essayez de le gruger et que ça apparaisse plus naturel dans le référencement, on a coutume de faire ce qu'on appelle donc des encres variées. Donc aussi bien pour les backlinks qu'on fait sur des liens internes que sur des liens externes. Donc, pour ça, ce qu'on conseille en général, c'est d'utiliser des requêtes proches du terme principal en guise de mots-clés secondaires. Donc pour ça, comprenez des encres alternatives. Donc un outil comme keywordtool.io, par exemple, peut vous donner des idées. Donc vous tapez ça dans Google toujours. Par exemple, il peut vous trouver des mots comme apprendre à écrire un livre, commencer à écrire un livre, voilà. Et puis vous avez toute une liste. Donc ça vous permet aussi de vous positionner sur des mots-clés secondaires et de potentiellement gagner en visibilité sur les moteurs de recherche, puisque quelqu'un qui va vouloir accomplir un objectif précis tape aussi des requêtes secondaires sur Google autour de ce sujet. Vous pouvez aussi utiliser Ubersuggest, donc en regardant quels sont les mots-clés associés aux visites d'une des pages de vos concurrents, donc sur quels mots-clés se référence cette page. Donc vous tapez simplement l'adresse de la page dans l'outil et il va vous ressortir les mots-clés. Donc vous voilà, par exemple, ici j'avais pris le premier sur écrire un livre, il me semble. Donc vous voilà maintenant avec 10 idées d'encre, de quoi varier le tout facilement, tout en vous positionnant sur plusieurs recherches à la fois. Donc par exemple ici, ça avait sorti comment écrire un livre, comment écrire un livre autobiographique, écrire un livre en ligne, voilà, des choses comme ça. Donc vous pouvez aussi trouver des idées d'encre, toujours avec les recherches associées au bas des recherches de Google. Donc ici, on a par exemple comment écrire un livre et le publier, idée pour écrire un livre rapidement. Voilà, donc on approche de la fin de cette formation, mais j'ai envie de partager avec vous quelques petits bonus. Donc, le petit bonus, c'est les outils et les logiciels pour référencer son site. Donc, pour aller plus vite dans le référencement d'un site, il existe des outils d'aide au référencement de son site, et certains sont fournis par les moteurs de recherche eux-mêmes. Donc, je vous propose d'en voir un principal ici, qui est celui de la Google Search Console, donc qu'on appelait autrefois les Google Webmaster Tools. Donc les outils de recherche Google, ça permet en fait de vérifier les performances de son site dans les recherches Google. Donc vous pouvez voir à la fois combien de clics font vos recherches, combien d'impressions elles ont. Donc une impression en fait, c'est le nombre de fois où votre résultat de recherche est affiché dans Google. Voilà, vous pouvez voir la position aussi, la position de ces recherches. Voilà, donc là par exemple, si je prends par exemple la requête, créer une chaîne YouTube, on voit que la position moyenne c'est 5,1. Peut-on rester sur Windows 7 en 2000 voilà, on voit que la position c'est le numéro 1. Ici, on voit que sur Windows 7, il est 10e. Voilà. Et vous pouvez aussi utiliser la Google Search Console pour indiquer diverses choses, comme l'emplacement du sitemap de votre site. En fait, sur la Google Search Console, vous avez plein d'outils. Ici, vous avez les performances, l'inspection de l'URL pour savoir si votre page, par exemple, est indexée dans Google. Vous tapez ça et vous pouvez demander une indexation éventuellement. La couverture, c'est-à-dire quelle page de votre site est référencée dans Google. Les sitemaps, donc en fait le sitemap, donc je vais vous montrer après, en fait c'est une liste de liens que vous envoyez à Google et comme ça l'aide un peu à parcourir votre site. Les URL que vous voulez supprimer, ici dans suppression, la vitesse de votre site, l'ergonomie mobile, donc les fils d'Ariane, donc tout ça après c'est de l'optimisation, mais voilà, la Google Search Console est très très simple à faire fonctionner, donc je vous invite à jeter un œil à tout ça. Et donc le sitemap, donc comme je vous disais, c'est un fichier qui est généré automatiquement par votre serveur, c'est-à-dire que tout le monde a un sitemap, même si vous n'utilisez pas de plugin pour le montrer. Moi j'utilise le plugin RankMath avec WordPress, donc voilà, j'ai accès ici à un sitemap directement qui est généré avec RankMath, mais tous les sites en ont un en fait, il est juste caché. Et ça permet d'explorer plus facilement votre site et en fait d'aider Google à savoir en fait un peu quelles sont vos pages. Donc vous pouvez ajouter ça dans la Google Search Console.
Et Google, il vous donne aussi la possibilité d'utiliser des outils, donc comme Google Analytics, qui vont vous permettre d'obtenir des statistiques très intéressantes concernant votre site, comme le trafic global du site, les pages les plus visitées du site, le taux de rebond, c'est-à-dire le temps qu'on passe sur une page, enfin que les internautes passent le temps moyen que les internautes passent sur une page, la durée d'une session, donc c'est-à-dire le temps total passé sur le site. Moi, je l'utilise pas moi-même parce que je regarde pas trop les stats en fait, mais je regarde plutôt ceux de la Google Search Console, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Combien je suis positionné, quel nombre de clics ça me rapporte, voilà, c'est plutôt ça qui m'intéresse. Le temps que les gens passent sur ma page, ça m'intéresse assez peu. Voilà, parce que je sais que je crée des pages de qualité, donc je veux dire, je m'en fous. Et donc je vous mets simplement un screenshot ici trouvé au hasard à des fins d'illustration pour que vous compreniez un peu comment ça se passe. Donc il y a les sessions, il y a le nombre d'utilisateurs uniques, il y a le nombre de pages vues, il y a le nombre de pages vues par session, voilà, combien de pages moyennes les gens regardaient, la durée moyenne des sessions, donc ici par exemple on voit que c'est 30 secondes, le taux de rebond, là, taux de rebond 90,74%, à mon avis c'est un site complètement pourri là. Voilà, vous devez avoir un meilleur taux de rebond que ça normalement. Le pourcentage de nouvelles sessions, donc des nouveaux visiteurs en fait. Donc ces outils de référencement, ils sont gratuits, et puis ils fournissent une analyse de site et de la mesure d'audience de votre site efficace pour mesurer l'engagement sur vos pages, les positions dans les moteurs de recherche et le taux de clic par impression. Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'acheter des logiciels de référencement, des logiciels SEO comme on dit, pour faire votre référencement. Parce qu'en principe, apprendre le SEO et le référencement naturel et l'appliquer de manière consciencieuse, ce sera suffisant pour faire évoluer le trafic de votre site. Vous n'avez pas besoin non plus de logiciels chers et complexes pour référencer votre site. En revanche, si vous êtes blogueur sur WordPress, je vous recommande vivement d'utiliser un plugin comme RankMath parce que même s'il n'est pas absolument pas nécessaire, il facilite grandement la vie. Et en plus, il a l'avantage d'être gratuit, donc il aide à référencer son blog et à avoir un blog bien référencé sur Google. Et puis, il vous rappelle aussi les bonnes pratiques élémentaires dans la création de contenu et pour qu'il soit optimisé pour le référencement. Donc voilà, n'hésitez pas à l'installer. Si vous voulez autre chose que RankMath, pas de problème, il y a plein de plugins de référencement qui vont vous faciliter la vie et qui sont gratuits. Alors, on va terminer par les pièges et les erreurs classiques dans le référencement de son site, ce que vous ne devez absolument pas faire. Et ce que font la plupart des gens, et ce qui fait qu'ils ont un référencement merdique. Donc la première, c'est de faire plein de contenu juste pour espérer avoir du trafic. Donc c'est ce qu'on a vu avec le contenu poubelle, c'est-à-dire que depuis que les webmasters ont découvert les outils d'analyse de mots-clés sur un site, c'est devenu un peu la nouvelle mode, et si ça a pu marcher au début du web, c'est-à-dire quand il n'y avait pas encore de contenu, maintenant que les internautes cherchent du contenu de qualité, qui peut répondre réellement à leurs intentions, et à leurs questions, les contenus poubelles, ils détestent ça, les contenus qui sont juste là pour attirer du clic, ça ne marche plus. La deuxième chose à éviter, c'est de créer du contenu dupliqué. Alors ça, c'est une pratique qui consiste en fait à copier-coller un article en partie ou en intégralité, ce qui va empêcher les moteurs de recherche de choisir la page en fait la plus pertinente afin de préserver l'expérience utilisateur. Et le moteur de recherche en fait fera souvent apparaître que la page originelle. C'est normal parce que si vous avez copié une page, le contenu d'une page et que vous le mettez sur une nouvelle, il n'y a aucune raison, si vous voulez, de bien vous référencer. Parce que voilà, il y a déjà une page de référence sur le sujet qui a exactement les mêmes mots, donc c'est vous qui considère comme un copieur. Donc c'est tout à fait légitime. La troisième chose, c'est de spammer des blogs, des forums ou des sites avec le lien de votre site. Alors ça, je vois souvent ça. Alors espérez même pas obtenir un lien de cette façon, en surfant sur la popularité des articles de notre blog pour vendre des choses, ou pour faire un lien vers l'une de vos pages. Moi je vois souvent ça avec des gens, par exemple, qui veulent mettre des méthodes sur mon site. Ils ne lisent pas l'article, alors peut-être qu'ils le lisent des fois, mais voilà, ils disent, bon, j'aime beaucoup cet article, et puis voilà une méthode qui m'a permis de... Alors que vous faites un article exactement sur la même chose. Vous imaginez bien que la personne prend ça comme un manque de respect, et elle va pas accepter. De la même manière, moi des fois je mets des commentaires sur des sites comme ça, très gentils, simplement, dans mon nom je mets formation Renaud Desmarais. Bon, c'est pas un truc énorme en termes de pub, mais même ça, des fois, les gens refusent ou changent carrément le nom parce que ça leur plaît pas. Donc c'est pour vous dire, si vous mettez un lien, n'espérez même pas voir votre lien publié. Et en plus, ce lien, il n'a aucun impact en matière de référencement parce que quasiment tous les commentaires de blog sont nativement en ce qu'on appelle en nofollow. C'est-à-dire ils ont un attribut real égale nofollow. C'est-à-dire que, en fait, cet attribut dit à Google, c'est un lien que tu ne dois pas suivre. Donc ça ne transmet en fait aucune valeur en matière de référencement, aucun point en matière de référencement.
Donc voilà, ça sert à rien, quoi, en gros. À part si vous voulez du clic pour les gens qui lisent les commentaires, mais depuis les gens qui lisent les commentaires, sinon ça ne sert à rien. La quatrième erreur, et quelque chose que les gens font aussi beaucoup, c'est d'acheter des liens sur des sites de freelancers. Alors ça, c'est parmi les mauvaises idées qui peuvent sembler bonnes. Il y a celle, donc, d'acheter beaucoup de liens sur des sites qui vont vous vendre des milliers de liens. On voit par exemple pour 5 euros, 10 000 liens pour 5 euros. Bon, j'exagère un peu, c'est moins que ça. 1000 liens pour 5 euros si vous voulez. Et ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à plus de 90%, ils sont carrément mauvais ou carrément des arnaques. Parce que comment ça fonctionne? Ben, c'est des gens qui ont des logiciels. Ces logiciels, ça crée automatiquement, par exemple, des comptes sur des sites très connus, par exemple, donc WordPress.com, Blogger, voilà, en fait, des sous-domaines sur des sites comme ça. Et ce qui fait que ça va créer beaucoup de liens, mais c'est des liens, voilà, qui n'ont pas de réputation, c'est des pages qui n'ont pas de réputation, donc ça ne va pas vous apporter vous-même de la réputation à votre article, et donc bah, ça ne sert à rien, à part avoir des liens sur des sites louches. Sur des sites louches, parce que vous pensez bien que ces sites louches vont pas se faire chier non plus à créer du contenu. Voilà. Ils vont mettre des liens un peu partout où ils ont des trucs. Donc vous allez avoir des trucs sur des sites russes, vous allez avoir des trucs sur des sites chinois, vous allez avoir des trucs... voilà, bon, c'est n'importe quoi. Évitez cette pratique absolument. Créez plutôt des liens dans la durée en promotionnant vos articles auprès d'autres blogueurs. Voilà. Et voilà, les choses se feront naturellement. On vous dira beaucoup non, évidemment, mais ça va se faire naturellement. Voilà, donc on est arrivé à la fin de cette formation. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas donc à suivre ma formation qui est beaucoup plus technique sur la façon de référencer son blog WordPress, où je vous donne d'autres pistes aussi qui permettent de bien référencer son site. Et pour le reste, je vous dis à très vite. Allez, salut!